Une société se juge à la façon dont elle traite la pauvreté. L'État, parce qu'il est celui qui dispose le plus facilement d'argent, doit prendre l'affaire en main. Non par l'aumône, ça c'est très important. On est en train de sortir du thème de la charité, auquel le néoconservatisme américain voudra nous renvoyer, ou veut nous renvoyer. Pour Bismarck, conservatiste junkérien, c'est quand même assez étonnant. Sauf si vous remettez là la dimension que Bismarck y mettait, c'est-à-dire le pacte féodal. Vous travaillez pour nous, et en échange, nous vous défendons contre l'ennemi extérieur et nous vous défendons contre l'ennemi intérieur. L'ennemi extérieur, c'est la France et tout ce qu'on voudra. L'ennemi intérieur, c'est la pauvreté. Cette obligation s'imposera, dit Bismarck, l'avenir lui appartient. Et savez-vous quelle est l'une de ses sources pour ça? Ça, c'est extraordinaire. C'est le document qui s'appelle l'Extension du paupérisme, dont Louis-Napoléon Bonaparte fera le socle de son programme électoral quand il sera élu président de la Seconde République, qu'il transformera ensuite en Second Empire. Et là, vous avez la chance, avec Karl Heinrich von Bottischer, d'avoir quelqu'un qui est un secrétaire d'État et ministre, qui va aider Bismarck à mettre en place ces trois grands projets fondamentaux, pousser le combat législatif et la conquête des esprits jusqu'à faire adopter ces trois principes d'une assurance maladie, d'une assurance accident et d'une assurance vieillesse et incapacité. C'est quand même très très fort. Il se met véritablement à changer l'intérieur du pays comme il en a changé l'extérieur. Et à cet égard, il rejoint quelqu'un qui est pour moi essentiel, vous le savez, c'est Disraeli. Disraeli qui sera bien sûr le théoricien du même type de conservatisme néo-féodal et néo-médiéval en Angleterre. C'est ce qui permettra au conservatisme de se débarrasser du parti libéral en chemin et de rester le seul parti en face du parti travailliste naissant à la fin du 19e et au début du 20e. Et évidemment, ils trouveront un relais dans ce qu'on appelle en Angleterre the Fabian Society, la société fabienne, modelée sur évidemment Fabius Maximus Cunctator, Fabius le temporisateur. La devise des Fabians, c'était « The inevitability of gradualness », l'inévitabilité du progressif. Leur porte-parole, une vingtaine d'années après, seront Lloyd George à gauche, évidemment chancelier de l'Échiquier et ministre des Finances du gouvernement Asquith, et son collègue récemment arrivé à l'intérieur du Parti libéral, Winston Churchill, qui était à l'époque President of the Board of Trade, c'est-à-dire ministre du Commerce et de l'Industrie. Et ce sont tous les deux qui ont proposé ce qu'on appelle the People's Budget, le budget du peuple, qui est le premier à avoir créé des droits de succession, le premier à avoir créé l'impôt sur le revenu, et le premier à avoir mis en place une assurance obligatoire pour tous les travailleurs en chômage, en maladie ou en retraite. On sait que les Anglais, la Fabian Society et les libéraux asquithiens, puis lloyd-georgiens, étaient complètement obsédés par Bismarck. L'idée, c'était que Bismarck, on pouvait en dire ce qu'on voulait au point de vue politique étrangère, etc., mais au niveau de la modernité, de la vision, du fonctionnement d'une société apaisée, il était le seul à avoir vu ça. Et ces intuitions ont été reprises ensuite par Keynes, car il est clair que l'assurance contre le chômage, contre la maladie, contre l'invalidité et la pension de retraite, c'est le moyen de maintenir un pouvoir d'achat qui favorise donc une économie, non pas de l'offre, supply side, mais bien sûr de la demande, ce qui est fondamental chez Keynes. L'héritier de Keynes, vous le savez, c'est Beveridge, qui en 1942 a remis devant le Parlement son fameux rapport qui déclenchera la création du National Health Service par le premier gouvernement travailliste en 1945 et la définition même de ce qu'on appelle welfare state, l'État-providence.